Nous ne sommes même pas dans une dictature. Ne vous trompez pas. On a coutume de dire que nous sommes dans une dictature, nous sommes dans une tyrannie. En fait, ce qui se passe au Congo, c'est au-delà de la dictature et de la tyrannie. Ce qui se passe au Congo, c'est le gangstérisme. Prenez toutes les dictatures du monde, même là où les Occidentaux vous disent, où tout le monde dit, là-bas c'est de la tyrannie. Et regardez le fonctionnement du pouvoir au Congo. Le président congolais, les responsables congolais, les ministres congolais sont les seuls qui vont dans leur tribu ou dans leur groupe d'appartenance ethnique, qui se mettent à danser dans leur langue, dans le Niari comme dans la Bouenza ou dans la cuvette, tous. Hein, Pierre Madiala, je crois, c'est lui qui a imité il n'y a pas longtemps. Hein, il commence aussi à prendre le jeu. Donc, c'est les seuls, donc pour prendre l'exemple de Sassou Nguesso et des ministres, c'est les seuls au monde qui se promènent avec des liasses de billets tenus par quelqu'un avec une valise derrière. Et quand quelqu'un danse bien, on pompe les liasses, on pompe comme ça, on donne, on donne, on donne. Et on peut évaluer à des millions de francs CFA les liasses qui donnent. Eh bien, ce système-là, ça ne s'appelle pas de la dictature, ça ne s'appelle pas de la tyrannie, ça s'appelle la mafia. Oui, ça Même s'appelle dans la une... mafia. Vous pouvez avoir raison parce qu'on se poserait la question de savoir si le fils de C'est la Kim mafia, Jong-un. c'est le gangstérisme, c'est des gangs. C'est-à-dire, à la tête du Congo, c'est un gangster. Parce que même dans une dictature, il y a une loi cadre. Moi, je vous dis, en Corée du Nord, vous ne voyez pas le président nord-coréen se promener comme ça. Et pourtant, les gens le qualifient, c'est pas moi, mais les gens le qualifient de dictature. On qualifie Poutine de dictature, mais vous ne voyez pas Poutine exhiber les billets de banque comme ça. Même leurs enfants, les seuls à détenir des billets comme ça, des espèces, des valises d'argent chez eux, ce sont des gangsters, ce sont des mafieux. En dehors des mafieux et des gangsters, même dans une dictature, non. Donc, si Christelle, pour revenir à notre sujet, si Christelle le fait, parce que Christelle est fils de gangster, et donc il se comporte en gangster comme son père. Tout à fait. Et juste rappeler qu'il y a le quotidien français Libération qui titrait l'élite politique du Congo-Brazzaville fonctionne comme une mafia. Mais c'est vraiment une mafia, comme vous venez de le dire. Alors, revenons sur, évidemment, ces accords. Alors, parmi ces accords figurent également des accords militaires. Je rappelle ici que vous êtes spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Alors, quelles pourraient être les clauses et les conséquences sur les relations, j'allais dire, du voisinage immédiat, par exemple? D'abord, les clauses. Quelles pourraient être les clauses? Lorsqu'on Alors, parle d'un accord militaire, généralement, il y a la réciprocité, l'assistance militaire, mais quelles peuvent être les clauses? mais Monsieur Perrin, vous savez, quand vous refaites l'histoire de ces accords, au tout début, peut-être que la partie congolaise n'avait pas fait attention, mais de toute façon, ils ne sont pas assez intelligents. Hein, voilà, c'est des cadres moyens, ils ne sont pas assez intelligents et donc ils ne peuvent pas anticiper. Mais vous entendez dans ce que tous disaient, quand ils parlaient des accords militaires, ils parlaient des accords d'assistance mutuelle en cas de conflit, en cas de guerre. Mais en politique internationale, ça veut tout dire. C'est-à-dire que si demain le Rwanda, c'est écrit en noir sur blanc, et Christelle en parlait lui-même, hein, mais maintenant il n'en parle plus parce qu'il vient de réaliser la bêtise. Christelle parlait de ça, il disait, si le Rwanda est attaqué, le Congo assistera militairement le Rwanda, et si le Congo est attaqué, le Rwanda assiste militairement le Congo. Et donc, les accords d'assistance mutuelle en cas de conflit armé. Or, n'importe quel étudiant de première année en politique internationale, en géopolitique, géostratégie vous dira qu'on ne signe jamais, jamais les accords de ce type avec un pays qui est déjà engagé dans une guerre.
Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de suivre R7 et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir qui portera sur la crise socio-économique et politique créée intentionnellement, c'est le cas de le dire, par Denis Sassou Nguesso et son fils Denis Christel Sassou Nguesso, notamment avec les accords illégaux et controversés de cession des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda et d'assistance militaire mutuelle, mettant ainsi en péril la sécurité nationale et l'intégrité territoriale du Congo-Brazzaville. Nous parlerons également de la mission des hommes de Sassou Nguesso chez l'archevêque de Brazzaville. Monseigneur, bienvenue. Manamika qui a été visité jeudi dernier à 17 heures, ainsi que de la menace de mort qui pèse désormais sur certaines personnalités politiques qui dénoncent ces accords. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Didier Mounibolo, spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour Didier, j'espère que vous allez bien. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Sur le plan de la santé, ça va. Maintenant, sur le plan de l'actualité au Congo, évidemment, il y a quand même des inquiétudes. Et d'ailleurs, d'où mon acceptation à votre invitation pour en parler. Merci Didier Mouinivolo d'être avec nous sur R7. Alors, vous avez probablement suivi l'évolution de l'actualité sur les accords de cession des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda. Donc, après une tentative de manipulation orchestrée par Anatole Koliné-Makosso au point de vouloir entraîner l'Église catholique en erreur et la tergiversation du Parti congolais du travail, le PCT, qui, après avoir exhorté le gouvernement congolais de privilégier les rapports de bon voisinage avec Kinshasa, 24 heures seulement après, a fait un virage de 90 degrés, annonçant finalement son soutien aux accords de vente de terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. Des accords qu'ils n'ont jamais vus, jamais lus. Enfin, hier, vous avez aussi suivi la joute verbale entre Anatole Koliné Makosso et Pierre Ngolo. Anatole Koliné Makosso qui a tenté une fuite en avant, demandant au Sénat de ne plus jamais l'interpeller sur ces questions. Mais la réponse ne s'est pas fait attendre. Du berger à la bergère, Pierre Ngolo a vivement réagi. Peut-on désormais parler de péril en la demeure? Mais écoutez, la réponse est dans la question, Monsieur Perrin. Lorsque vous regardez la pièce de théâtre qui se joue ces derniers jours au sein même du PCT ou plus largement au sein de la classe politique congolaise, on est vraiment dans les pièces de théâtre dignes de ce qu'on peut voir même en Occident. On voit là un parti qui ne sait plus où se donner la tête, un gouvernement qui est totalement perdu, mais totalement perdu, et un Parlement, Assemblée nationale et Sénat, en tout cas, du côté des députés du PCT et des sénateurs du PCT, on ne sait plus. Voilà, certains ont peur, je pense, du sauve-qui-peut à venir. Parce que de ce qui se dit de ces accords-là, et qui se dit même au plus haut niveau, hein, je ne parle pas du Congolais lambda dans la rue, si les députés du PCT et le secrétariat permanent du PCT et même le Sénat par l'intermédiaire de Pierre Ngolo, si tout ce groupe-là essaie de prendre les distances vis-à-vis du gouvernement sur ce sujet, ça veut dire qu'il y a péril dans la nation. C'est-à-dire qu'il y a il y a un vrai danger. Mais je peux encore vous donner un élément qui montre que les Congolais doivent prendre cette situation avec beaucoup, mais beaucoup de gravité. C'est que nous avons préféré une défaite sur tapis rouge, c'est-à-dire que forfait contre le Niger, que d'aller jouer à Kinshasa. Vous savez, il n'y a pas deux capitales aussi proches que Brazzaville et Kinshasa. C'est-à-dire, il n'y a pas deux peuples aussi mélangés que les deux Congos. Les deux Congos, mais c'est vraiment comme les deux Corées. Et à la différence des deux Corées, nous avons encore l'avantage non seulement d'être le même peuple, mais aussi de vivre côte à côte. Brazzaville et Kinshasa, c'est d'abord des terres, si on veut se replonger dans l'histoire, c'est d'abord des terres téquées. Lorsque les Belges et les Français se partagent le territoire téqué, des Brazza arrivant en foi devenus Brazzaville et Stanley arrivant de l'autre côté, mais ce n'est
pas seulement deux puissances coloniales qui se partagent des terres. Ce sont des familles qui se sont séparées. Moi, j'ai grandi à Brazzaville où j'ai fait toutes mes études. Combien de fois on avait des amis Teke, des amis Congo, par exemple des amis Dondo, qui avaient des veillées et on attendait que la famille du côté Kinshasa arrive. Allez-y dans la Buenza. Allez dans Oui, la mais Buenza, Didier vous verrez Mounivolo, la pendant que proximité. vous évoquez évidemment cette question du forfait déclaré par Brazzaville, disons le Congo-Brazzaville, au match éliminatoire de la Coupe du Monde, puisque Brazzaville n'a pas voulu aller jouer à Kinshasa. Et là, on a entendu le ministre des Sports avancer la raison comme quoi Brazzaville était prête à accueillir voilà, les équipes à Brazzaville et il n'y avait pas donc intérêt d'aller jouer ailleurs. Oui, Monsieur Perrin, je suis désolé, mais Monsieur Hugues Golondele croit s'adresser à qui? Aux enfants? On parle d'une compétition internationale. J'ai suivi Monsieur Ngolondele. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il a appris que la FIFA et la CAF n'ont pas homologué le stade Massamba Débat et il a appelé quelqu'un à la FIFA. Donc, je répète ces mots, hein, que j'ai eu quelqu'un à la FIFA. Lorsque un stade de football n'est pas homologué, le ministre de Sport qui veut s'entretenir avec la CAF et la FIFA, il appelle qui? Il appelle qui? Il n'appelle pas quelqu'un. Qu'il nous dise le nom de la personne qu'il a appelée. Ce n'est pas un secret. Lorsque vous déclarez forfait, vous courez le risque des sanctions derrière. Lorsque vous ne jouez pas le match de football, vous faites perdre de l'argent à la CAF, à la FIFA, mais aussi aux pays qui jouent contre vous ou avec vous, comme vous voulez. C'est-à-dire que lorsqu'un match de football est organisé, vous avez ce qu'on appelle des sponsors. Je ne suis pas un spécialiste en économie de sport, mais j'ai eu déjà l'occasion d'expliquer à M. Hugues Golondele et aux autorités congolaises. Mais ce n'est pas seulement un match de football. Ce sont des sponsors. Allez, faisons simple. C'est Hugues Golondele par sa médiocrité qui fait qu'on ne peut pas jouer. Est-ce qu'on a quand même garanti aux joueurs congolais leur revenu? Voilà. Mais Et donc, c'est la bien la FIFA question qu'on peut perd se de... poser. Mais dans le même temps, on ne comprend pas parce que au Congo-Brazzaville, j'allais dire à Brazzaville, il y a un autre stade, le complexe de Kintele, qui a coûté près de 400 milliards de francs CFA dans sa construction. Et ce stade n'est pas non plus homologué, c'est ça. Il ne pouvait pas accueillir une telle rencontre. Non. En fait, le problème, ce n'est pas seulement le stade Massamba Débat. Vous savez, lorsque vous recevez une équipe adverse chez vous, ce n'est pas la FIFA ou la CAF qui vous oblige de jouer à Tingidi ou à Oyo ou à Liranga ou à Makoti Poko. Vous pouvez même jouer à Olombo. Peu importe. Il suffit seulement d'avoir dans ces lieux un stade homologué par la CAF et la FIFA, point. Donc, c'est le pays qui reçoit, qui dit quelle infrastructure il met à disposition, et la CAF et la FIFA envoient leurs techniciens vérifier si l'infrastructure mise à disposition obéit aux normes. Je ne vous oblige pas de jouer à Massamba Débat. Si le stade des cheminots à Pointe-Noire, Mvoulalea, c'est ça? Voilà, Léa, bien sûr. Si Mvoulalea est aux normes, on jouera les matchs en Mvoulalea. Mais Lorsque voilà pourquoi je posais la question de savoir. Mais Donc, lorsque ça veut la CAF aussi et la dire, FIFA vous disent ça, ça oui. suppose que 342 000 kilomètres carrés, aucun stade homologué par la CAF et la FIFA pour pouvoir jouer un match de foot. Il n'y en a pas. Point. Et donc, cela veut dire que tous les stades qu'ils ont construits à travers le pays lors des municipalisations accélérées, puisqu'il y avait toujours un stade qu'on construisait un peu partout, ils sont passés, aucun de ces stades n'est homologué. C'est ce que ça veut dire. Mais M. Perrin, on peut rester jusqu'à la fin de l'année. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous savez, moi, on me reproche beaucoup de choses, mais je dis seulement que mon raisonnement est technique et scientifique. Vous pouvez jouer votre match à Mosaka si tant est que le stade aquatique que vous allez construire obéit aux normes
de la FIFA et de la CAF. La CAF demande un stade où les normes sont connues. Moi, Monsieur Hugo Golondele ne peut pas nous dire qu'il ne connaît pas ces normes-là. Et même s'il ne les connaît pas du bout du doigt, ce n'est pas ça qu'on demande à un ministre. Personne ne demande à un ministre dans le monde entier, le ministre de Sport, de connaître. Mais le ministre de Sport est entouré des techniciens, des agents de maîtrise, des gens qui connaissent. Et ce sont eux qui montent les dossiers avec lui, qui font des cahiers de charges. Le nom technique, c'est le cahier de charges pour construire les stades. En fait, quand ils construisent leur stade, mais ils les construisent pour qui? Et donc, du coup, nous sommes obligés d'aller quémander les stades et on n'est pas allé à Kinshasa. Pourquoi? Parce que les accords passés avec les Rwandais étant tels que, notamment les accords de défense, Kinshasa, nos joueurs, en tout cas la sécurité de nos joueurs était compromise. Et donc, à ce titre, au lieu de courir le risque de voir nos joueurs brutalisés par Kinshasa, nous préférons de ne pas les envoyer. Mais attention, ce n'est pas Tshisekedi qui l'a dit. Ce n'est pas le gouvernement de la RDC qui a dit que les joueurs congolais du Brazzaville étaient menacés. C'est Donc la ça veut dire peur. que c'est plutôt Brazzaville C'est qui... Brazzaville qui euh, a eu peur. C'est pas Kinshasa. Kinshasa était sur le point de les accueillir. Mais ce sont eux-mêmes qui ont dit non, 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 n'allez pas, parce qu'avec les accords, la population peut réagir. et Mais parce qu'ils oui. se reprochent de quelque chose. Ben, sinon, pourquoi ils ne sont pas allés? Et lorsque vous suivez M. Hugo Golondele, la manière dont il explique les choses, oui, mais on avait remis la pelouse. Attention, je ne sais pas si lui, dans sa jeunesse, il a joué au foot. Je n'ai pas fait du foot professionnel, mais j'ai beaucoup joué au football. La qualité de la pelouse peut être dommageable aux articulations et donc les joueurs peuvent se blesser. L'œil n'est pas scientifique. Il faut donc expérimenter, vérifier, corriger, regarder de plus près. Lorsque vous regardez les pelouses parfois en bon état, en fait, c'est posé d'une manière, si on joue au foot, les joueurs risquent d'endommager leurs articulations, les genoux, les chevilles, mais surtout, ils peuvent se blesser. C'est pour cela qu'il ne suffit pas de dire qu'on a mis la pelouse, mais encore que, quel type de pelouse? Et avant la pelouse, quel est le revêtement au sol pour stabiliser la surface? Mais si ce n'est pas bien stabilisé, mais il y a des parties, il pose son pied, ça s'enfonce, eh ben, on a un choc. Et lorsque votre stade n'est pas homologué, dès lors que la CAF et la FIFA disent que le stade n'est pas homologué, en fait, M. Perrin, derrière, vous n'avez aucune agence d'assurance et de réassurance pour assurer le stade et le match. Parce qu'en cas de catastrophe ou en cas de Oui. problème, il faut bien que les équipes, les joueurs, tout le monde, les supporters soient assurés. Donc, M. Hugo Golondele n'a pas tout ça dans la tête, mais il est ministre de Sport. Et quand il prend le micro, c'est pour raconter n'importe quoi. Et le monsieur est au gouvernement. Il traite Il avec est au les instances gouvernement. internationales. Avec Et quelle médiocrité? C'est une honte pour nous et pour la République. Je suis désolé. malheureusement, et donc c'est là un début des conséquences, il faut le dire, des accords de cession des terres arabes du Congo-Brazzaville au Rwanda. Et dans le même sens, selon certaines sources concordantes, l'archevêque de Brazzaville a reçu une délégation dans laquelle se trouvaient Anatole Kouliné-Makosso, Premier ministre du Congo, et Arlette Nono-Soudan, ministre de l'Environnement, en mission commandée de Denis Sassou Nguesso. Et on apprend d'ailleurs que l'archevêque de Brazzaville, bienvenu Manamika, est resté, comme diraient les soldats, droit dans ses bottes, très ferme, disant qu'il n'est pas question de céder les terres du Congo au Brazzaville au Rwanda. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette pression sur l'Église catholique? Alors, avant de répondre à cette question, je voulais ajouter un élément par rapport aux accords et la relation qu'on a avec Kinshasa. On a de plus en plus, par exemple, de délestage à Brazzaville. Et Mhm. de ce qui se dit dans certains milieux, c'est que c'est aussi une, comment on appelle ça, une mesure de rétorsion de Kinshasa. C'est-à-dire que Kinshasa nous livre de moins en moins d'électricité. Et d'ailleurs, Kouliné Makosso lui-même, il le reconnaît dans une interview qu'il donne à la presse où il dit que Kinshasa nous livre de moins en moins d'électricité. Donc, il y a une vraie crainte du côté de notre gouvernement parce que lentement mais sûrement, Kinshasa est en train de monter au créneau pour frapper dur tous ceux qui complotent avec le Rwanda contre la RDC.
Et donc, les Et d'ailleurs, Brazzavillois doivent le pendant que savoir. vous le dites, je vais donc proposer à nos téléspectateurs un extrait du président Félix Tshisekedi, c'était à l'ONU, à l'Assemblée, bien sûr, à l'ONU, où il mettait en garde tous ceux qui, de près ou de loin, Exactement. peuvent comploter avec le Rwanda. Suivez. La République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Alors, Didier Moinivolo, et donc je vous posais la question tout à l'heure sur la pression que commence à exercer le pouvoir de Brazzaville sur l'Église catholique du Congo, qui dernièrement a fait évidemment une déclaration après avoir été pris, comme qui dirait, disons, tombé dans le piège du gouvernement, a fait un revirement. Et dans la dernière déclaration, c'était à l'occasion de la journée, je crois, de l'environnement. Et là, on a entendu l'archevêque de Brazzaville tenir des propos beaucoup plus fermes que je propose également à nos téléspectateurs. Question de les remettre dans le contexte. Suivez. Frères et sœurs, distingués invités, frères et sœurs, au Congo, notre beau pays, cette sauvegarde, cette préservation de l'environnement passe par le respect des terres que Dieu nous a données, respect des terres reçues de nos aïeux, respect de nos terres qui sont invendables, non négociables, respect de nos terres qu'on ne peut céder à qui que ce soit. Autrement dit, au Congo, préserver l'environnement, c'est aussi défendre nos terres, coûte que coûte, en toute confiance au Père, qui prend soin de nous et de toute la création, parce que tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Gloire à Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Alors voilà, donc après cette déclaration, Denis Sassou Nguesso a commis une mission chez l'archevêque. Bienvenue Manamika. Se sont présentés là-bas donc Anatole Koliné-Makosso, disais-je tout à l'heure, et Arlette Nono, qui étaient porteurs d'un message de Denis Sassou Nguesso. Pourquoi cette pression? Mais c'est pression du gouvernement parce que on disait tout à l'heure qu'il y a le feu dans la bergerie et chacun essaye de se sauver comme il peut. Alors, il faut savoir que aussi bien pendant la colonisation qu'aujourd'hui, l'Église a toujours constitué une force. Hein. Le colonisateur a beaucoup utilisé l'Église, mais l'Église a été aussi beaucoup utilisée pour la libération. Donc l'Église a toujours joué un jeu assez trouble, tantôt du côté du pouvoir, tantôt du côté du peuple, et souvent du côté du peuple que du pouvoir. Alors on peut se rappeler que ce n'était pas la seule cause, mais le pape Jean-Paul II, hein, l'ex-cardinal Karol Wojtyla, avait beaucoup œuvré dans la chute du communisme. Et donc, l'Église catholique a toujours eu un rôle à jouer lorsque les brebis sont perdues pour les ramener dans le droit chemin. Et donc, la prise de parole de l'Église catholique, ce n'est pas rien. Et on le voit partout en Afrique. Et lorsque l'archevêché de Brazzaville a tenu des paroles que le peuple congolais n'a pas compris, dans quel sens c'était dit et pourquoi, et ça donnait l'impression que les prêtres étaient, l'Église était corrompue. Et d'ailleurs, il y a eu des messes dans lesquelles des prêtres ont dit nous ne sommes pas corrompus, mais la pression de la population a fait que l'Église a compris que soit je perdais les fidèles, ou soit je perdais ma relation avec le pouvoir. L'Église a choisi le peuple. Et le peuple ne peut qu'être reconnaissant. Et donc, si le pouvoir commence à faire pression sur l'Église, c'est parce que l'Église a compris, et plutôt le pouvoir a compris, que même les prêtres ou le clergé qui est allé voir les accords a reconnu que on nous avait promis, je ne sais pas, 13 ou 15 accords. Au final, on nous en a montré 5 ou 6 ou 7.
les autres, on n'a rien montré, on ne comprend pas pourquoi. S'ils nous ont menti, ça c'est leur problème, mais nous, on vous dit ce qu'ils nous ont dit. Et donc, si au final, des accords que déjà les députés et sénateurs du PCT ont du mal à soutenir, l'Église aussi rejette ces accords-là et se range du côté de la population, dites-moi comment le pouvoir peut faire pour poursuivre l'application de ces accords-là. Comment? Donc, c'est pour cela que je pense que des consignes ont été données aux prêtres pour que les prêtres utilisent la parole divine, la parole biblique, pour glisser comme ça des éléments de langage qui permettraient aux Congolais d'accepter ces accords-là. Mais maintenant que les prêtres ont refusé et veillent au grain pour que le sol, la terre congolaise ne soit pas vendue, croyez-moi, ça promet des lendemains plutôt difficiles pour le pouvoir en place. Et le pire, je pense que la première personne qui est très, très, très mal par rapport à ces accords-là, et je pense qu'il doit prendre beaucoup de doliprane ou encore beaucoup d'aspirine pour arriver à dormir et ne pas avoir les maux de tête, c'est Koliné Makosso. Moi, je Pourquoi? pense que si j'ai un conseil à donner à Koliné Makosso, c'est il faut qu'il démissionne. Parce qu'il fait preuve de médiocrité et de nullité qu'on n'a jamais vu dans le monde. Comment un ministre signe des accords? Et comme l'a dit clairement Mirassa, je crois que c'est sur votre chaîne, où il dit que Christelle garde ces accords-là chez lui. Et il envoie Koliné Makosso faire le service après-vente des accords que même lui-même, Koliné Makosso, n'a pas lu. Est-ce que ce n'est pas du foutage de gueule? Quel est l'ordre de préséance au sein du gouvernement pour que Koliné Makosso fasse le service après-vente des accords signés par Christelle Sassou Nguesso, soit-il le fils du président, alors même que Koliné ne les a pas. C'est Oui, mais Koliné c'est qui la question signe. que tout le monde se pose. Comment se fait-il que les accords signés par un membre du gouvernement qui est ministre sous tutelle d'Anatole Koliné Makosso, et c'est Anatole Koliné qui passe au premier plan pour aller vulgariser ces accords, qui devient comme ce qu'on appelle chez nous, Mwana Mosala, c'est tout le monde qui se pose la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Et même dans cette vulgarisation, en réalité, ce sont des députés qui devaient le faire. Pourquoi est-ce que c'est lui qui va les vulgariser dans les départements? C'est la question posée. Monsieur Perrin, que les terres prévues les terres qu'on va céder aux Rwandais, que ces terres-là se trouvent dans le Niari, la Bouenza, le Pulu et le Poul, là n'est pas le sujet. Puisque toute la population congolaise, de Bétou à Pointe-Noire, de Djambala à Sibiti, toute la population est vent debout. Pourquoi Christelle ne va-t-il pas expliquer aux populations d'Oyo le sens de ces accords? Pourquoi Christelle ne va pas lui-même? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, les Congolais, nous devons demander un débat public avec Christelle Denis Sassou Nguesso. Si Christelle est vraiment un vrai Congolais, alors il faut rappeler, M. Perrin, il faut que nous soyons durs dans nos propos. Denis Sassou Nguesso, Christelle Sassou Nguesso, Claudia, comment on appelle ça, M. Mungala, M. Tati Mabiala, M. Anatole Koliné Makosso, Arlette Nono Soudan, tous ne sont pas plus congolais que vous et moi. Nous sommes tous congolais. Nous avons les mêmes droits. Et donc, nous exigeons de ces gens-là de venir nous rencontrer, de sortir ces accords-là pour que nous puissions en débattre publiquement. Je relance ici ma volonté à débattre avec le gouvernement congolais, le président congolais, le chef de l'opposition, et je le dis au nom du peuple congolais. Il faut que les accords, tous les accords, les 33, s'il en a 33, soient rendus publics et que chaque Congolais en débatte, que la presse en débatte. Parce qu'il n'est pas normal qu'un simple ministre s'autorise à signer des accords qui mettent le Congo dans cet état-là et lui-même, il ne va pas rencontrer les Congolais pour en parler, mais parce qu'il est qui? Christelle Denis Sassou Nguesso est plus congolais que qui? Et il De vous, jouit de de moi? quel pouvoir? Parce que ce sont là des questions, des préoccupations. Mais dans le même sens, il faut peut-être rappeler ici que ces accords ont été
signé depuis fort longtemps. Nous sommes en 2024, donc on suppose que depuis 2022, ils ont signé des accords, mais ça remonte de beaucoup plus loin parce que Bien ici, sûr, il faut rappeler que en juillet 2021, donc le 27 c'est juillet ça. 2021, l'ambassadeur rwandais est allé voir Pierre Mabiala. Cela veut dire qu'avant juillet 2021, ils avaient déjà passé des accords tacites, il faut le dire comme ça. Comment expliquer que depuis 2021, sinon 2018, c'est le cas de remonter, parce que moi je me rappelle la campagne menée par Pierre Mabiala sur, Les terres, avec, le voilà, sur les foncier, les terres où il arbres, demandait oui, oui. voilà, à ses L'opération de familles propriétaires déguerpissement. de Mhm. retrocéder voilà, 10% de leurs terres. Donc ça remonte de très loin. Depuis là jusqu'à maintenant 2024, ces accords n'ont jamais été présentés au Parlement ni au Sénat. Est-ce qu'on pouvait encore ou il est encore normal de continuer à en discuter sur la légalité ou non, ou en réalité, ceux qui ont signé ces accords devraient être présentés devant le tribunal. Vous savez, vous dites depuis 2018, on est dans cette histoire des accords avec le Rwanda et on n'arrive pas à terminer le processus, on n'arrive pas à les appliquer, c'est très compliqué, on ne les présente pas au Parlement. Mais je pense que les freins viennent aussi du PCT et du gouvernement. C'est-à-dire, en coulisses, je suppose, je ne suis pas dans leur secret, mais je suppose que même entre eux, ils se disent dans quoi on s'embarque et dans quoi Christelle nous embarque. Et Christelle, comme il est têtu, parce qu'il joue aussi sa crédibilité, la capacité de faire signer des accords et de les faire appliquer. Or, il a signé, c'est très facile, mais les appliquer, c'est très difficile. Et donc, le jeu qui se passe là, c'est un jeu de pouvoir au sein même de la famille PCT, au sein même du gouvernement, au point où, vous voyez très bien, hein, il y a combien de gens qui se bousculent pour cela? Personne. Personne ne se bouscule. Et donc, ça devient, je crois, on disait quand on était jeune, un défi. C'est un défi que Christelle s'est lancé à lui-même, ou c'est peut-être un défi avec son père pour dire, bon, tu signes les accords, tu les fais appliquer. Si tu arrives à les faire appliquer, ça suppose que tu peux me succéder. Et si tu n'arrives pas à les faire appliquer, ça veut dire que tu es une mauviette. Tu peux aller signer les Oui, mais accords, mais tu voilà arrives. pourquoi la question légitime, de quel droit le fait-il? Qui est Denis Christel Sassou Nguesso? Il n'est pas président de la République, soit-il fils du président, il n'est pas premier ministre, il n'est pas président de l'Assemblée ni du Sénat. Il va signer des accords et les mettre déjà en application, parce que c'est ce qu'on ne dit pas souvent. Ces accords sont déjà mis en application sans avoir été ratifiés par le Parlement. C'est déjà une faute grave, c'est une violation flagrante de la loi fondamentale. Denis Christian Sassou Nguesso devrait être traduit en justice en réalité. Oui, Monsieur Perrin, Denis Christel Sassou Nguesso devrait être traduit en justice. Et vous dites, de quel droit signe-t-il ces accords-là parce qu'il est qui? Mais il ne les signe pas parce qu'il est ministre. Bon, il a le titre de ministre, donc il signe en tant que ministre de la coopération internationale chargé du partenariat public-privé. Mais en fait, il le signe pourquoi? Mais parce qu'il s'appelle Sassou Nguesso. Il le signe en tant que le fils du président. Et votre question, en tout cas, la réponse que vous attendez de moi, serait juste si nous étions véritablement dans une démocratie. Mais nous ne sommes même pas dans une dictature. Ne vous trompez pas. On a coutume de dire que nous sommes dans une dictature, nous sommes dans une tyrannie. En fait, ce qui se passe au Congo, c'est au-delà de la dictature et de la tyrannie. Ce qui se passe au Congo, c'est le gangstérisme. Prenez toutes les dictatures du monde, même là où les Occidentaux vous disent, où tout le monde dit, là-bas c'est de la tyrannie. Et regardez le fonctionnement du pouvoir au Congo. Le président congolais, les responsables congolais, les ministres congolais sont les seuls qui vont dans leur tribu ou dans leur groupe d'appartenance ethnique, qui se mettent à danser dans leur langue, dans le Niari comme dans la Bouenza ou dans la cuvette, tous. Hein, Pierre Mabiala, je crois, c'est lui qui a imité il n'y a pas longtemps. Hein, il commence aussi à prendre le jeu. Donc, c'est les seuls, donc pour prendre l'exemple de Sassou Nguesso et des ministres, c'est les seuls au monde qui se promènent avec des liasses de billets tenus par quelqu'un avec une valise derrière. Et quand quelqu'un danse bien,
on pompe les liasses, on pompe comme ça, on donne, on donne, on donne, et on peut évaluer à des millions de francs CFA les liasses qu'ils donnent. Eh bien, ce système-là, ça ne s'appelle pas de la dictature, ça ne s'appelle pas de la tyrannie, ça s'appelle la mafia. Oui, ça Même s'appelle dans la une... mafia. Vous pouvez avoir raison parce qu'on se poserait la question de savoir si le fils de C'est la Kim mafia, Jong-un. c'est le gangstérisme, c'est des gangs. C'est-à-dire, à la tête du Congo, c'est un gangster. Parce que même dans une dictature, il y a une loi cadre. Moi, je vous dis, en Corée du Nord, vous ne voyez pas le président nord-coréen se promener comme ça. Et pourtant, les gens le qualifient, c'est pas moi, mais les gens le qualifient de dictature. On qualifie Poutine de dictature, mais vous ne voyez pas Poutine exhiber les billets de banque comme ça. Même leurs enfants, les seuls à détenir des billets comme ça, des espèces, des valises d'argent chez eux, ce sont des gangsters, ce sont des mafieux. En dehors des mafieux et des gangsters, même dans une dictature, non. Donc, si Christelle, pour revenir à notre sujet, si Christelle le fait, parce que Christelle est fils de gangster, et donc il se comporte en gangster comme son père. Oui, Le déjà, gangster, il y c'est a le un père qui magazine, je sera. Il est crois. dans l'héritage. Il est dans l'héritage, dans la reproduction familiale. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tout à fait. Et juste rappeler qu'il y a le quotidien français Libération qui titrait l'élite politique du Congo-Brazzaville fonctionne comme une mafia. Mais c'est vraiment une mafia, comme vous venez de le dire. Alors, revenons sur, évidemment, ces accords. Alors, parmi ces accords figurent également des accords militaires. Je rappelle ici que vous êtes spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Alors, quelles pourraient être les clauses et les conséquences sur les relations, j'allais dire, du voisinage immédiat, par exemple? D'abord, les clauses. Quelles pourraient être les clauses? Lorsqu'on Alors, parle d'un accord militaire, généralement, il y a la réciprocité, l'assistance militaire, mais quelles peuvent être les clauses? mais Monsieur Perrin, vous savez, quand vous refaites l'histoire de ces accords, au tout début, peut-être que la partie congolaise n'avait pas fait attention, mais de toute façon, ils ne sont pas assez intelligents. Hein. Voilà, c'est des cadres moyens, ils ne sont pas assez intelligents et donc ils ne peuvent pas anticiper. Mais vous entendez dans ce que tous disaient, quand ils parlaient des accords militaires, ils parlaient des accords d'assistance mutuelle en cas de conflit, en cas de guerre. Mais en politique internationale, ça veut tout dire. C'est-à-dire que si demain le Rwanda, c'est écrit en noir sur blanc, hein, et Christelle en parlait lui-même, hein, mais maintenant il n'en parle plus parce qu'il vient de réaliser la bêtise. Christelle parlait de ça, il disait, si le Rwanda est attaqué, le Congo assistera militairement le Rwanda, et si le Congo est attaqué, le Rwanda assiste militairement le Congo. Et donc, les accords d'assistance mutuelle en cas de conflit armé. Or, n'importe quel étudiant de première année en politique internationale, en géopolitique, géostratégie vous dira qu'on ne signe jamais, jamais les accords de ce type avec un pays qui est déjà engagé dans une guerre. La preuve, les Européens négociaient avec l'Ukraine pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Et l'une des raisons, pas la seule, mais l'une des raisons de la guerre de Poutine, en tout cas de l'opération spéciale de Poutine ou de la guerre de Poutine, c'est pour mettre fin à ça. Parce que si l'Ukraine, in fine, est en guerre avec la Russie et que vous poursuivez vos négociations pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN et dans la Russie, et dans l'Union européenne, le jour où ça aboutit, l'OTAN entre en guerre contre la Russie, l'Union européenne. Et donc, écoutez même les responsables occidentaux, la France, l'Allemagne, les États-Unis, tous ont dit, dès lors qu'il y a une guerre, on arrête les négociations. À la fin de la guerre, si la guerre se termine, on verra. On Ça verra. veut dire que si maintenant, là, par exemple, un pays, c'est ce que vous êtes en train de dire, je pense, après vous me direz si je me trompe, si un pays européen ou de l'Occident signe des accords militaires avec l'Ukraine, ce pays devient de facto co-belligérant. Ah oui, alors là, je peux vous garantir que le premier pays européen qui signe les accords militaires avec l'Ukraine aujourd'hui, avec
comment on appelle, des clauses d'assistance mutuelle dans l'heure qui suit, les missiles russes tombent sur ce pays-là. On peut essayer. On peut essayer. Donc, je ne sais pas qui a dit ça au pouvoir. Et je pense qu'ils se sont rendus compte après, peut-être que quelqu'un leur a dit, qu'en signant ces clauses-là, ça suppose que puisque Tshisekedi dit que le Rwanda est en train de m'enquiquiner sur ma frontière Est, à un moment donné, je vais réagir, je vais attaquer Kigali. Tshisekedi le dit. Et d'ailleurs, Tshisekedi pointe ce qui se passe aussi à l'Ouest. Donc, si nous avons des Rwandais à Maluku, il y a des Rwandais le long de, comment vous l'appelez, le long de Lubangui, ils sont jusqu'en Centrafrique, et que nous avons les accords de défense militaire mutuelle, ça suppose que, en cas de guerre, notre partenaire, ce n'est pas la RDC, c'est Kigali. Eh bien, en ce sens, au lieu, et ça, tous les stratèges militaires le savent, demandez aux militaires, au lieu de laisser au Congo-Brazzaville le soin d'envahir Kinshasa, Kinshasa aura tout à fait raison de mener une guerre préventive pour neutraliser Brazzaville, de sorte que quand on va attaquer Kigali, Brazzaville ne pourra plus réagir. Mais ça, c'est le basique dans la Oui, mais géostratégie. Didier Mouni-Volo, dans le cas, parce que nous y sommes pratiquement, parce que nous sommes dans un cas où le Congo, donc j'allais dire Denis Christian Sassou Nguesso, c'est même pas le Congo, parce que c'est Denis Sassou Nguesso et son fils qui se sont engagés dans ces accords militaires, et probablement que c'est aussi une assistance mutuelle entre le Congo et le Rwanda. Or, nous savons également que, et ça venait d'être encore confirmé, je crois, il y a 2 jours seulement de cela, que l'ONU venait de confirmer que le Rwanda est bel et bien le soutien donc de, comment on appelle ça, du mouvement, le M23. M23. Et que sur le terrain, il y a des soldats rwandais. Ça a été confirmé par l'ONU. Bon, là, nous savons que le Rwanda est en conflit avec la RDC. Denis Sassou Nguesso et son fils vont signer les accords militaires d'assistance mutuelle. Est-ce que cela veut dire que maintenant où nous parlons, parce que les accords ont été signés, maintenant nous parlons, le Congo est de facto co-belligérant? Alors, pour le moment, le Congo n'est pas co-belligérant et c'est là où aussi ça coince un peu parce que si Kinshasa, allez, on imagine, hein, Kinshasa attaque Brazzaville, Brazzaville peut toujours dire c'est une agression, je n'ai rien fait, Kinshasa m'attaque, donc voilà, je demande une réunion d'urgence au Conseil de sécurité des Nations Unies et Kinshasa aura du mal à se défendre. Parce que Kinshasa dira, mais ils ont signé les accords. Ces accords-là, il y a une question militaire d'assistance mutuelle. Et donc, pour moi, c'est une guerre préventive pour éviter que. Mais le Congo peut rétorquer en disant, attention, dans le process, les accords doivent encore être présentés au Parlement, peut-être être soumis à référendum et être ratifiés par le président de la République. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas fait. Et donc, dès lors que la procédure n'est pas arrivée à terme, nous étions sur le point d'abroger ces accords-là parce qu'on s'est rendu compte que le ministre a commis une imbécilité. D'ailleurs, il a été limogé de son poste. Et donc là, la RDC est coincée. Et donc, c'est pour cela que je pense qu'un spécialiste des questions internationales, des géopolitiques, a dû dire à Coliné Makosso et à Christelle, on peut appliquer certains accords, installer les Rwandais en disant qu'ils viendront planter du piment, mais les accords militaires, on laisse d'abord en sourdine et on verra qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on les fait ratifier ou pas? Parce que, je vous le dis encore, n'importe quel étudiant vous dira, le jour où Sassou ratifie ces accords-là et ça devient public, parce que quand vous ratifiez les accords, eh ben, vous les rendez mais vraiment publics. Et donc, Kinshasa aura tout le loisir, non pas seulement de nous attaquer, attention, hein, de toute façon, si vous lisez la charte des Nations Unies, les articles de 40 jusqu'aux articles 50, un État qui sent qu'un autre État menace sa paix peut commencer par les mesures de rétorsion, c'est-à-dire Kinshasa met Brazzaville dans le noir en cessant la fourniture d'électricité. C'est déjà ce qui se passe. Coliné Makosso en parle. Kinshasa fait un blocus du fleuve Congo. Il faut savoir que le fleuve Congo a une délimitation
partie Congo-Brazzaville, partie Congo-Kinshasa. Il n'y a pas que le fleuve Congo. Vous remontez au nord, l'Ubangi, il y a aussi une frontière. Et donc, Kinshasa aura tout à fait raison de positionner ses bâtiments militaires dans le fleuve Congo et dans l'Ubangi, de façon que Brazzaville soit sous embargo. Donc, on va mourir de faim puisque nous sommes ravitaillés par Kinshasa. Et si ces mesures, et si et seulement si ces mesures ne marchent pas, Kinshasa peut monter un peu plus fort en utilisant the hard power, comme on dit. Parce que le soft power, c'est ça, c'est la diplomatie. On fait un blocus, on négocie avec vous. Et si c'est prouvé que Brazzaville fournit les armes à Kigali, eh ben, Kinshasa peut dire vous devenez co-belligérant parce que les armes que vous fournissez, c'est avec ces armes-là, quand tu mets les miens, Oui, mais eh ben, là, vous parlez des armes, Didier Mouni-Volo, mais il y a aussi le côté, l'aspect économique qu'il faut toujours prendre en compte, c'est que parmi les accords qui ont été signés avec le Rwanda, il y en a beaucoup d'ailleurs dans le cadre économique, on va y revenir tout à l'heure, le fait d'abord déjà d'avoir des accords économiques avec le Rwanda, n'est-ce pas là une manière de financer la guerre à l'est de la RDC? oui, on peut dire ça comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe. Il faut savoir que en matière de guerre et de géopolitique, il faut distinguer le volet militaire et le volet économique et autres. On le voit dans la guerre. Non, Mais mais d'ailleurs, je rappelle cet aspect de choses parce que même dans la guerre mhm, Ukraine-Russie, les sanctions ont été imposées, je crois, pour prévenir que, voilà, le financement de oui, la mais guerre par la Russie. c'est beaucoup plus complexe parce que la meilleure façon de bloquer la Russie, si réellement on ne veut pas financer l'économie russe qui finance comment on appelle ça, l'opération spéciale de Poutine, on sait très bien, hein, vous avez deux produits. Hein, ça, sincèrement, vous avez deux produits. Vous arrêtez le gaz et vous arrêtez l'or, L'uranium et l'or. surtout l'or, et puis l'uranium, pourquoi pas. Donc, or, vous voyez bien que on va cibler des secteurs économiques russes où on va frapper, mais tout en préservant les secteurs dont nous-mêmes nous avons besoin. Et d'ailleurs même, tout le monde le sait, que le pétrole russe que les Chinois et les Indiens rachètent, ils le revendent aux Occidentaux. Et puis l'uranium français est toujours fourni par la Russie. Et L'or, d'ailleurs, on vous apprenait savez, aussi que les États-Unis continuent à acheter l'uranium à la Russie. Alors donc, vous dites mais que monsieur Perrin, mais juste pour vous dire, même l'or, Anvers, le marché d'Anvers, ou en tout cas en Belgique, continue à fonctionner grâce à l'or russe. Si vous stoppez l'or russe, une grande partie de l'économie belge tombe. C'est pour ça que je vous disais que le soft power, c'est-à-dire que ce pouvoir économique, ou même les Américains ont longtemps utilisé le green power, hein, le pouvoir vert, c'est-à-dire avec leur capacité de production agricole. On peut déjà commencer par ces genres de mesures. Mais lorsque vous arrivez à ce que nous on appelle hard power, c'est-à-dire que le pouvoir dur, la coercition, donc l'arme militaire, là on change vraiment de dimension. Par exemple, les embargos économiques n'ont jamais fait tomber un pouvoir. On voit avec Cuba, on voit avec l'Iran, la Corée du Nord, tous ces pays-là sous embargo depuis maintenant des décennies, pour le Cuba depuis les années 60, et pourtant le régime est toujours là. Mais on sait qu'avec l'arme militaire, on peut vraiment descendre un pouvoir. Une attaque armée, on ne peut pas mettre ça au même niveau que des sanctions économiques. Et c'est pour cela que les accords militaires, il faut toujours faire très, très, très attention. Si demain, les accords militaires de Sassou ou de Christelle avec le Rwanda sont à l'avantage du Rwanda pour enquiquiner la RDC, mais attention, que vont penser l'Angola et le Cameroun? oui, mais la Que question vont qui penser les s'impose, Gabonais? évidemment, lorsque vous dites ça, il y a une question qu'il faut poser. Qu'est-ce qui peut expliquer que depuis la signature de ces accords, que Denis Christian Sassou Nguesso ne puisse pas les présenter au Parlement congolais? N'est-ce pas peut-être parce qu'il y a des clauses tout à fait compromettantes Bien sûr, dans ces accords? mais bien sûr.
Mais non seulement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si les clauses, c'est juste une assistance technique, une assistance où les Rwandais vont envoyer leurs militaires ou leurs élèves à l'école des cadets, ou voilà, ils vont envoyer leurs militaires s'entraîner à Mbunda ou à Makola. Si ce n'est que ça, je ne pense pas que ces accords soient dangereux pour la RDC. Les coopérations militaires de ce genre, ça existe partout. Mais c'est le volet ou l'alinéa où on dit, si vous êtes attaqué, je viens avec vous. Je vous prends un accord de défense mutuelle. Par exemple, en Europe, c'est le nucléaire français. L'Allemagne est un pays qui est protégé aussi parce que la France a mis sa puissance nucléaire au service des Allemands. Il y a des accords entre l'Allemagne et la France de sorte que le pays qui attaque l'Allemagne subit les frappes nucléaires de la part de la France. Vous voyez? Et donc, si demain, je suis, je ne sais pas quel pays, la Turquie, et que je dis, allez, je lance une guerre contre l'Allemagne, mais il ne faut pas que j'oublie que je risque de subir les frappes nucléaires de la part de la France. En fait, c'est ce volet d'accord qui dit, Monsieur Perrin, si vous êtes attaqué, Moueni Ivolo viendra. Monsieur, voilà. Si la Chine n'envahit pas Taïwan, ce n'est pas parce que Taïwan a des F-16 et que non, c'est tout simplement parce que les Américains disent que si vous envahissez Taïwan, nous allons intervenir. Donc la Chine, si la Chine envahit Taïwan, la Chine sait d'avance qu'elle devra faire face à la puissance militaire américaine. Et donc le Congo-Brazzaville dit au Rwanda que si un pays vous attaque, comptez sur nous, comptez sur Kinyangambwala C'est ou la question Jean-Dominique qu'on va se Okeba. poser. Alors, Didier Mouni-Volo, on va revenir sur évidemment les accords de cession des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda et les accords militaires. Vous avez probablement suivi la joute verbale, j'allais dire, la joute verbale entre Anatole Kolide-Makosso et Pierre Ngolo au Sénat, à la stupéfaction d'ailleurs des sénateurs qui assistaient impuissamment, que je propose d'ailleurs à nos téléspectateurs, et ensuite vous nous diriez l'analyse que cette joute verbale impose. Suivez. Vénérable Président, que nous ne soyons plus interpellés sur ces questions jusqu'à nous faire entendre dire que nous ne devons pas négliger l'opinion populaire. Vous laisserez le Parlement jouer son rôle. D'accord, Vénérable On ne Président. peut pas dire au Parlement ne nous appellera plus. Tant que ça s'avérera nécessaire, le Parlement vous appellera. Le gouvernement répondra aussi souvent que le Parlement l'appellera. Oui. Et il donnera les explications qu'il faut, C'est et la en règle. invitant le Parlement de continuer à jouer son rôle devant les mandants. C'est la règle. Alors, Anatole Kolide-Makosso demande au Sénat de ne plus l'interpeller sur la question, ce qui veut dire que c'est une question brûlante. Ces accords doivent être vraiment sensibles. Alors, il s'est également plaint de ce que le Parti congolais du travail ne soutient pas ces accords et que seul Pascal Tsatima Biala, qui est supposé être de l'opposition, qui a affiché officiellement voilà, sa position, soutenant ces accords, qui a même accompagné le Premier ministre Aloudima pour aller faire la campagne de sensibilisation. Quel commentaire vous inspire d'abord cette joute verbale? Alors, je ne sais pas si je dois qualifier ça de joute verbale. En fait, nous avons souvent dit, mais excusez-moi, il n'y a pas que moi, hein. Les Congolais se rendent compte que le Premier ministre actuel, le gouvernement actuel, en tout cas, nous avons le Premier ministre le plus médiocre depuis les indépendances et nous avons le gouvernement le plus médiocre depuis les indépendances. Je peux vous prendre des milliers d'exemples, en n'en pas finir. Lorsque M. Kolide-Makosso dit au Sénat qu'il demande au Parlement, hein, donc à l'Assemblée nationale comme au Sénat, de ne plus interroger le gouvernement sur les accords. Mais en fait, dans un pays sérieux, je vous dis encore, c'est des gangsters. Même dans une dictature, il est limogé. C'est une honte. Ça veut dire que M. Kolide-Makosso ne connaît même pas les relations entre le Parlement et le gouvernement. Jamais, jamais
un membre du gouvernement, soit-il Premier ministre, peut dire aux parlementaires, sénateurs, députés, ne m'interrogez plus sur mais de quel droit? Mais c'est la même chose quand Kiki va signer les accords, on dit de quel droit? Mais il n'y a que dans un groupe de gangsters où de temps en temps on oublie quel est son rôle, quelle est sa place. Et d'ailleurs, regardez l'attitude de Koliné Makosso lorsque le président du Sénat répond. Mais il se rend compte de sa bêtise. Il se rend tout de suite. C'est-à-dire que nous, on fait arrêt sur image. Il faut lire aussi le langage corporel. Donc, le langage corporel de Koliné, c'est comme un gamin qui vient de faire une bêtise devant son père. Et du coup, il les rétorque en disant, le gouvernement viendra toujours répondre aux questions des parlementaires à chaque fois que les parlementaires... Mais parce qu'il a compris, c'est une erreur de débutant, c'est une erreur monumentale. On peut s'interroger... C'était vraiment grave, très grave Mais de on dire peut ça comme ça. s'interroger sur le niveau d'instruction et même leur passé professionnel. C'est des gens qui n'ont pas travaillé, c'est des gens qui ne lisent pas, qui ne se forment pas. Ils ont eu la chance d'être là et ils sont là, point. Et donc, ils viennent vous sortir des énormités de ce type que aucun membre du gouvernement ne peut faire. Et dans la preuve, Ngolo a eu une réaction juste, même si ce n'est pas quelqu'un que j'adore, mais Ngolo a eu une réaction juste et Koliné Makosso a compris qu'il avait fait une sottise, mais vraiment de débutant. C'est un peu, comme qui dirait, le comportement de l'enfant gâté, alors, c'est ça? Exactement. Le comportement de l'enfant gâté, de quelqu'un qui n'a pas eu à travailler dur. C'est des enfants gâtés qui n'ont pas souffert. Mais quand je dis souffert, ne serait-ce que pour étudier, il y a même un doute sur leur qualification universitaire et sur leurs compétences professionnelles. Oui, mais lorsque vous dites ça, Anatole Koliné Makosso, c'est quand même un docteur en droit. À ce que je sache, il a soutenu, je crois, sa thèse entre, c'était les années, je crois, 2009 ou par là, 2009-2010, je ne me souviens pas trop bien, mais il doit être un docteur en droit. Vous savez, il y a quelques années, je crois que je ne sais plus quelle université de Lyon, le recteur a été arrêté parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, des étudiants chinois notamment obtenaient des diplômes universitaires, doctorat, master 2 et autres, mais ils avaient un niveau de français moyen ou médiocre. Vous pouvez vérifier le document France 2, le journal de France 2. Et donc, la police française s'est mise à enquêter. Comment ces gens qui arrivent ici, ils ne font même pas une année de langue française. Moi, j'ai étudié en Chine, j'ai fait une année de langue. Et même quand j'ai commencé ma spécialité en politique internationale, j'avais toujours le chinois et l'anglais de la spécialisation. Et donc, ces gens-là arrivent, ils passent les années universitaires normales, ils n'ont pas un bon niveau de français, d'ailleurs, ils ne savent même pas bien écrire, mais ils obtiennent les diplômes. Et donc, l'enquête de la police a confirmé qu'ils les achetaient. Mon diplôme, je vous parle de mon expérience à moi. Lorsque j'arrive en France, pour faire valider mes diplômes, j'écris à l'Académie de Versailles. Et donc, l'Académie de Versailles me demande de faire une série de démarches au service culturel de l'ambassade de Chine à Paris, à l'époque, à ici les Moulineaux. Je ne sais plus si c'est toujours là-bas. Et moi, je fais mes démarches, je fais tous les dossiers. Et donc, il faut déposer le diplôme auprès d'un traducteur agréé près de la cour d'appel de Paris. Je fais les démarches et le jour où je vais retirer les documents, la traduction est payée, il me dit, ah, mais ça, c'est un vrai diplôme. Moi, je ne comprends pas. Je dis, mais pourquoi vous dites que c'est un vrai diplôme? Il dit, un, le numéro du diplôme est très visible parce que nous, on reçoit les diplômes de Chine ici. Les numéros sont illisibles. Et puis, le recteur de l'université de Fudan, c'est bien lui parce que c'est l'ami de ma femme. J'ai dit, ah bon? Il dit, si, le recteur de votre recteur, c'est l'ami de ma femme. Vous voyez? Et je découvrais aussi par ce traducteur agréé que beaucoup d'Occidentaux, par exemple, que vous trouvez dans les universités chinoises, viennent pour essayer de bricoler un diplôme. Donc, le diplôme, c'est une chose, mais encore qu'il faut que les gens, quand ils parlent, consentent de quoi ils parlent. On ne peut pas avoir un doctorat en droit, commettre cette erreur de débutant de Koliné Makosso. Alors, Il faut revenons avoir parce que les moyens de sa politique. Il tout faut à qu'il fait. prouve, parce que c'est le seul gouvernement, jusqu'aujourd'hui, signe les accords, ils font des séminaires, des colloques, mais jusque-là, on n'a jamais vu une telle médiocrité de tous les ministres. On ne voit aucune production. Aucune. Prenez un seul ministre du gouvernement Collinet. Montrez-moi qu'est-ce qu'il a fait où on peut dire oui, il est arrivé, c'était à tel niveau. Il a fait ça. Voilà le résultat. Ce n'est pas encore bon, ce n'est pas grave. On sait que le travail Au moins, il a gouvernemental est osé, il a difficile. commencé, oui. Mais au moins,
Mais tous les jours, vous posez même la question. Regardez, ils ont signé 33 accords. Ils ont du mal à l'expliquer aux gens. Alors, évidemment, revenons donc sur ces accords. Mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que le PCT tente de se désengager de ces accords? Est-ce que c'est juste là? Est-ce qu'on peut parler d'une certaine stratégie de diversion, c'est ça? Est-ce qu'ils sont sérieux? On peut croire à ce qu'ils font ou Alors, je ne saurais pas, parce que je ne suis pas dans leur confidence, je ne lis pas dans une tasse de café, mais quand vous regardez la joute verbale entre Collinet Makosso et Pierre Ngolo, mais quand vous regardez aussi en amont, vous l'avez dit au début de notre émission, que le PCT se désengage. On dit même convoque, hein, le secrétariat permanent du PCT convoque le gouvernement pour que le gouvernement s'explique. Ça se passe très mal. Collinet se fâche même et leur dit, et d'ailleurs Clément Mirassa le raconte très beaucoup bien, mieux que oui. moi, hein, qu'eux, ils se fâchent en disant, mais vous savez très bien que Christelle Denis Sassou Nguesso qui est au bureau politique avec vous, c'est lui qui les détient, il a tout ça chez lui. Pourquoi vous m'emmerdez moi? Pourquoi vous ne l'appelez pas lui? Vous êtes des lâches, vous n'êtes pas incapables d'aller demander à Christian Sassou Nguesso, soit disant en passant, fils du président. Donc, vous voyez bien que même dans les territoires des députés du PCT, moi, je vous mets au défi que les députés du PCT, du Niari, de la Bouenza, du Kwilu, du Poul, de la Lekumu, des Plateaux, de la Sanga, de la Likwala, de la cuvette ouest, de la cuvette, tous les députés du PCT et les sénateurs du PCT, qu'ils fassent les descentes sur leur territoire expliquées. Parce que là où on se trompe, même si c'est l'Oudima, mais qui vous a dit que l'Oudima appartient à Satima Biala? Au nom de quoi Satima Biala est prompte à mieux connaître les problématiques des populations de l'Oudima que les autres? Qui vous a dit ça? Et qui dit que Collinet Makosso connaît mieux les problèmes des gens? En réalité, de tels accords, il faut que même Christelle, qu'il aille expliquer aux populations de Oyo. Parce que demain, un autre fils, une autre fille d'Oyo, un fils ou une fille de la Likwala, de la Sanga, de la Cuvette, du Plateau, du Niari ou du Kwiru, du Poul arrive président de la République. Comment il se débrouille avec de tels accords? Parce que quand on dit qu'on est allé à l'Oudiba, on veut scinder les Congolais. On veut, hein, c'est un comportement un peu tribal. Mais moi, je suis de l'Iranga, je suis aussi concerné par ces accords-là. Parce que si demain, moi, fils de l'Iranga, j'arrive au pouvoir, mais je serai le président de tous les Congolais. L'économie congolaise sera mon problème. La sécurité nationale, ça sera mon problème. Et donc, c'est pour cela que je peux vous dire pourquoi le PCT trébuche. Je suis dans certains forums WhatsApp et vous entendez les militants du PCT, ils ne mettent pas les vidéos, mais les audios. Et vous les entendez. Moi, je me souviens de un qui met l'audio dans la diaspora vous informe. Mais je ne sais pas qui gère ça, je ne sais pas qui a mis mon numéro, mais merci à cette personne. Mais moi, j'entends beaucoup de gens qui disent, hé, Ngana à l'Afrique du Sud, hein, mais bino makambo mabele wana, mais nani a vu li boma, yako me makambo ya mabele na biso wa pesa na bateau. Mais quelqu'un qui parle lingala, on croirait qu'il est de la cuvette, il est du Nord. Mais il est outré d'entendre qu'au Sud, on est en train de céder les terres aux Rwandais. Mais écoutez le nombre de gens qui sont fâchés en Lingala et qui se disent membres du PCT. Qui se disent membres du PCT. S'il y a un forum national au Congo, c'est peut-être African United, c'est pour les Congolais, et la diaspora vous informe. Tout le monde vient parler là-dedans. Et quand vous écoutez les audios, mais c'est incroyable. Et c'est par ce canal que l'audio de député Idever Moigny, hein. voilà, c'est par ce biais-là aussi que j'ai écouté son audio. Donc, si le PCT fait machine arrière, M. Perrin, ne vous inquiétez pas. Mais parce que même au cœur du PCT, il y a des gens, ils ne le sentent pas, et puis ils ne veulent pas se mouiller. Ils ne veulent pas se fâcher avec Christelle, fils du président, mais ils ne veulent pas aussi se mouiller. Et les seuls qui peuvent se mouiller, c'est lesquels? Mais il n'y a que Collinet parce qu'il veut sauver son fauteuil. Parce qu'il sait que le jour où il refuse de servir de marchepied à Christelle Sassou Nguesso, fils du président, dans un régime de gangsters, il est dehors. Et l'autre Mais marchepied. est-ce qu'on peut vraiment croire que jusqu'à la date d'aujourd'hui,
aucun membre du Parti congolais du travail, même ceux qui sont au bureau politique, n'a connaissance de ces accords. Si, si, il y en a. Mais je pense que même ceux qui connaissent le contenu, ils ne veulent pas en parler pour ne pas être l'oiseau de mauvais augure. Parce que, regardez, personne ne les a lus, mais même au cœur du pouvoir, ça tremble autour de ces accords-là. Alors le jour où ça sortira, ça sera une bombe. Ça sera quoi? La boîte de Pandore qu'on va ouvrir. Et donc, personne ne veut être le premier à dire, mais je pense qu'il y a quelques-uns, puisque de toute façon, Christian ne les a pas signés tout seul. Christian ne les a pas signés tout seul. Si les accords sont signés, c'est sûr qu'il y a la signature de Christian Sassou Nguesso, il y a la signature du président de la République, il y a la signature du Coliné Makosso et la signature de chaque ministre selon son département. Christelle ne peut pas tout signer. Par exemple, dans les télécoms, le ministre des Télécommunications a dû signer quelque chose. Sauf si on lui a dit, tu ne lis rien, tu signes et tu dégages, comme c'est des gangsters. Mais il y a toujours la signature de tout le monde. En tout cas, tous ceux qui sont concernés parce que après les accords pour les appliquer, on va modifier soit la Constitution, soit les lois qui existent dans le pays pour que les lois soient en accord avec les accords qu'on vient de signer. Il faut qu'il y ait concordance. Parce que sinon, on dit sur les télécommunications, les Rwandais viennent y créer une entreprise. Mais est-ce que l'entreprise qu'ils créent dans le cadre des accords avec le Rwanda est en concordance avec la loi finance au Congo, avec le financement, par exemple, des entreprises étrangères? Donc, il y a toute une série de lois qu'on va modifier suite aux différents accords. Et donc, les autres ministres n'ont pas le choix que d'être au courant. Donc, soit ils le savent, ils mentent, soit ils ne savent pas, c'est des godillots. Et donc, vous disiez tout à l'heure, personne ne veut être l'oiseau de mauvais augure. Et c'est dans ce même sens que finalement, ce qui peut expliquer que désormais, la plupart des personnalités politiques qui s'opposent ou qui dénoncent ces accords sont menacées de mort. On nous apprend d'ailleurs, par des sources concordantes, des mouvements suspects aux environs du domicile de Clément Mirassa. Nous avons aussi reçu quelques informations sur Mathias Nzon, qui serait aussi menacé parce que il y a des intrusions en fait chez lui de temps à autre depuis qu'il a commencé à prendre position contre ces accords. Il y a également la maman du jeune Gavet, Destin Gavet, vous le connaissez, du mouvement républicain, qui a été interpellée par la CID, la centrale d'intelligence et de la documentation ex-DGST de Brazzaville, à qui on a fait dire les risques courraient son fils Gavet, s'il persistait, bien entendu, à s'opposer ou à dénoncer ces accords. Quelle explication politique peut-on donner à ces menaces? Pourquoi on passe désormais à ces menaces? Moi, je pense que la meilleure réponse, c'est ce que j'ai dit tantôt, de rappeler que nous sommes tous des Congolais. Personne n'est plus Congolais que l'autre. Et la richesse du Congo appartient à tout le monde. Et tout Congolais peut devenir président de la République. Tout Congolais a le droit de s'exprimer. Moi, c'est une honte et c'est une lâcheté que de menacer les gens. Mathias Nzon, comme Mierassa, comme Gavé, n'ont pas pris les armes contre le pouvoir pour dire qu'ils ont pris les armes. Donc, mais ils n'ont qu'une seule arme qu'ils utilisent, c'est le verbe. Et si le pouvoir a des arguments, Mathias Nzon, Mierassa, Gavé, on organise un débat avec les membres du gouvernement. Pourquoi menacer la pauvre mère? Est-ce que nous sommes dans un système où, à l'âge de monsieur Destin Gavé, il doit encore parler de ce Répondre de sa mère. y répondre de sa mère. Alors, je ne sais pas qui est ventriloque pour parler à la place de qui, mais Destin Gavé, en tant que citoyen congolais, a tout à fait le droit de s'exprimer sur ce qui se passe dans notre pays. C'est tout à fait sain qu'un Congolais dise, moi, je veux être président. C'est la vitalité d'un pays. Ça veut dire que j'ai grandi, je veux prendre mes responsabilités. Pourquoi, si un Congolais veut devenir président de la République, ça doit constituer un problème? Mais Christelle Sassou Nguesso n'est pas plus congolais que Destin Gavé, que Clément Mirassa ou les autres. En fait, là où le pouvoir pêche, et d'ailleurs, pourquoi ils peuvent aller menacer les autres? Mais parce que vous avez en face le premier secrétaire de l'UPADS qui soutient des accords qu'il n'a pas vus, qui va accompagner
M. Koliné Makosso. Et Koliné Makosso est fier de venir au Parlement, comment dire, cracher sur les députés du PCT, les sénateurs du PCT, en disant le seul qui a compris, qui m'accompagne partout pour expliquer les choses, c'est l'honorable Satima Biala. Mais ça a dû fâcher aussi les gens du PCT. Ça a dû les fâcher aussi. Ils ont dû se dire, mais dans ce cas, tu te débrouilles avec lui. Et puis, C'était roule la donc paix. une maladresse pour Anatole Koliné Makosso, alors. Mais bien sûr, quand vous me parlez de ces études de droit, j'ai un doute. Même si au PCT, il n'a pas de partenaire pour mener ce combat, mais ce n'est pas avec de telles paroles que les députés du PCT vont l'accompagner. Même, non. En termes stratégiques, non. Mais pourquoi Tchatima Biala le fait? Mais il le sait pourquoi il le fait aussi, lui-même. En fait, entre Koliné Makosso et Pascal Tchatima Biala, ne vous inquiétez pas. C'est le règne de la médiocrité. Échange de bons procédés. Tchatima Biala a besoin de Koliné Makosso et certainement de certains membres du pouvoir pour continuer sa vie en tant que chef de l'opposition. Il est chef de l'opposition en vertu de quel texte? Rien. Il est chef de l'opposition en vertu du gangstérisme qui se passe dans la politique au Congo. Ce Mais la monsieur n'a pas question, organisé. Je je termine voulais. juste, M. Perrin. Oui. Ce monsieur n'a pas organisé le congrès depuis 2017. Ça fait 7 ans en toute illégalité. Quand je dis en toute illégalité, je ne veux pas engager un débat. Il n'a pas de document officiel justifiant de l'existence de l'UPADS. Les statuts disaient que ces institutions-là, c'est 4 ans. Et depuis 2017, au nom de quoi ce monsieur continue à recevoir l'argent public? Au nom du gangstérisme. Et donc, échange de bons procédés. vous êtes en train de dire, c'est une usurpation de titre. Et tout à l'heure, vous parlez évidemment de la présence de Pascal Tchatima Biala aux côtés d'Anatole Koliné Makosso pour aller faire une campagne de sensibilisation. Et la question que je voulais vous poser, c'est de savoir, puisque là, vous évoquez déjà l'illégalité, l'illégitimité d'ailleurs de son titre de président ou de secrétaire de l'UPADES, mais il était là-bas en qualité de qui? De député ou du président de l'UPADES? Un peu de tout. Disons du secrétaire. Un peu de Un peu tout. de tout. Un peu de tout. Un peu de tout, le député, premier Mais secrétaire. parce qu'un député ne pouvait aller faire cette sensibilisation qu'une fois les accords ratifiés. S'il va là-bas en qualité de député, il va expliquer quoi concrètement? Peut-être que lui, il a lu des accords, c'est ça? Non, il n'a pas lu les accords, puisque dans les débats que nous avons avec les camarades de l'UPADS, ils savent très bien qu'il n'a pas lu les accords. D'ailleurs, j'étais le premier Congolais à pointer cela sur votre chaîne en disant, mais Monsieur Perrin, on parle de quoi? Qui a vu les accords? Et puis tout le monde a repris cette mécanique. Oui, 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 il faut sortir les accords. Mais les gens ont débattu comme ça, sans même les voir. Mais en termes de méthodologie de travail, c'est quand même terrible. Et ce que quelqu'un peut dire... oui, mais je ne sais pas, je passe un examen, mais c'est le surveillant qui entre dans la salle et puis qui vous donne le sujet ou bien que le sujet est sous scellé dès lors que c'est un examen officiel. Donc, à un moment donné, on sait très bien qu'on a des gangsters au pouvoir. Je vous dis, M. Perrin, même la dictature est organisée. Même la dictature est organisée. Or là, vous avez un gouvernement, un parlement, l'opposition débattent autour des documents que personne n'a vu, sinon que très peu. Vous avez l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, qui sont en bisbille, qui sont en conflit sur un document que personne n'a vu. Monsieur Perrin, trouvez-moi un pays dans le monde qui est dans cette situation-là. Trouvez-moi un pays. C'est pour ça que je vous dis, le Congo, c'est une zone de non-droit. Hein? C'est une anomie. Et c'est pour cela que vous avez beaucoup de criminalité. C'est pour cela que vous avez beaucoup de comportements, des comportements antisociaux. Mais parce que déjà à la tête de l'État, il n'y a rien qui fait sens. Rien ne fait loi. Rien ne fait limite. Rien ne fait ordre. Tout est désordre. Tout est puanteur. Tout est foutaise. Et aucune règle de préséance n'est respectée, sauf celle de la famille présidentielle. Donc, la loi n'a plus de sens au Congo. Quelle loi? Si on respecte la loi, mais ce n'est pas à Koliné Makosso de faire le service après-vente des accords de Kiki. Vous voyez, je vous dis même un exemple
c'est Christelle Sassou Nguesso qui obtient je crois, 133 millions. On peut retrouver la banque sur Internet de financement et on lui pose la question, cet argent, vous allez en faire quoi? Réponse de Christelle Denis Sassou Nguesso, oh, je ne sais pas, mais le Premier ministre va réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire de ça. Mon Dieu! Mon Dieu! Vous voyez, même quand il va chercher l'argent et que les donateurs lui donnent de l'argent, il ne sait pas pourquoi faire. Il va voir le MEDEF et on lui pose la question, d'accord, au Congo, les gens vont investir dans quel domaine? Oh, mais il faut qu'ils viennent sur place, hein, ils pourront voir, il y a beaucoup à faire, bon, ils viennent sur... Mon Dieu, mais vous êtes sûr que c'est des ministres? Alors, puisque vous abordez déjà le volet économique, probablement qu'on va terminer par là parce que le temps aussi nous presse. Alors, le gouvernement congolais justifie ces accords comme une option de recherche des solutions à la crise économique qui mine le Congo actuellement. Et nous apprenons d'ailleurs que Denis Sassou Nguesso a voulu se tourner encore vers les fonds vautours. Ça vous dit quelque chose, comme en 2008, hein, suite à sa C'était gestion lui-même, hein? catastrophique des finances publiques. Et malheureusement pour lui, j'allais dire heureusement pour les Congolais cette fois-ci, la Banque mondiale se serait opposée, ce qui aurait probablement poussé le despote de Brazzaville de se tourner vers le Rwanda en cédant pratiquement tous les secteurs d'activité économique du Congo sans appel d'offres. Quelle interprétation peut-on faire de cette approche économique? Bon, une fois de plus, hein, on va être très clair, hein, on peut résumer, c'est du n'importe quoi, c'est de la médiocrité. Vous savez, Monsieur Perrin, que le Congo soit en difficulté économique et financière, que le Congo cherche à solutionner ses problèmes en faisant appel aux fonds vautours, que la Banque mondiale et le FMI disent niet, ça ne sera pas possible, vous l'avez déjà fait, ça s'est mal terminé, c'est catastrophique. Tout ça, c'est de l'ordre du possible. Que le Congo aille signer 33 accords tels qu'on nous les présente pour donc trouver des solutions financières à sa crise financière, les Américains ont une expression qui veut dire bullshit. C'est du n'importe quoi. Je vous explique. Pour qu'un pays vienne en soutien au Congo sur le plan de l'investissement public étranger et sur le plan du développement économique, il faut déjà que ce pays soit lui-même autonome. D'accord? On ne peut pas monter sur le dos d'un démon et espérer entrer au paradis. C'était l'expression, je crois, c'était de Jean Gwabi pendant la transition, lorsqu'on avait les vrais débats politiques. Le Rwanda, je vous demande d'aller vérifier comment le Rwanda fait pour boucler son budget annuel. Vous avez des pays, le Rwanda, le Burundi, le Mali, le Burkina Faso. Je peux continuer comme ça à vous citer des pays africains qui ne bouclent jamais leur budget sans l'apport de l'Union européenne, de la Banque mondiale, du FMI, parfois même des pays dans le cadre des relations bilatérales, l'aide de l'Allemagne, l'aide de la France et autres. Ceux qui s'intéressent à la presse internationale et la presse financière internationale, vous verrez, l'État rwandais ne peut pas fonctionner sans le soutien de l'Union européenne, des États-Unis, des pays donateurs. Donateurs où? Dans le budget national. C'est des pays qui ne bouclent pas leur budget national sans l'aide de l'extérieur. Et comment ce pays-là peut aider le Congo à solutionner ses problèmes financiers quand le Congo n'a pas besoin des autres pour boucler son... Nous, on boucle notre budget sans problème. Et le budget du Congo n'a jamais été retoqué ni par l'Union africaine, ni par la Banque mondiale, ni par le FMI. Parce que nous avons les ressources pour financer notre budget. Notre problème, c'est de la mauvaise gestion. Il faut qu'on explique aux Congolais comment dans un budget, nous sommes quoi, en 2024, le budget 2024, regardez la loi finance. La loi finance table les recettes de l'État au-delà de 2000 milliards de francs CFA. C'est-à-dire l'État congolais, en 2024, reçoit 2300 milliards de recettes pour des dépenses chiffrées à 1700 milliards.
avec un excédent budgétaire de près de 500 milliards. Mais comment vous pouvez aller chercher le Rwanda? En fait, qu'est-ce qui ne marche pas? Où va l'argent? Oui, mais c'est toute la curiosité parce que là, tel que vous êtes en train d'expliquer, on comprend très bien que le Congo-Brazzaville a beaucoup plus de ressources Mais financières bien que le sûr, Rwanda. Et mais comment bien est-ce que sûr. c'est ce pays qui se tourne finalement vers le Rwanda? Euh, Je vais vous dire pourquoi, Il y a un M. Perrin. paradoxe. Le paradoxe, pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une situation nationale de gangstérisme. Et je vous le prouve. Depuis quelques années, vous connaissez les biens mal acquis. Voilà, vous connaissez les biens mal acquis. Donc, les pays africains où les chefs d'État se comportent comme Denis Sassou Nguesso et sa famille ne sont plus en odeur de sainteté, qu'il s'agisse des États-Unis, de l'Union européenne et même des pays asiatiques. Aujourd'hui, les Occidentaux, les États-Unis et l'Union européenne tapent sur la Chine pour que la Chine cesse d'être l'Eldorado des pays africains en guise de fuite des capitaux. C'est Angela Merkel et Christine Lagarde qui disent attention, l'argent que nous donnons à l'Afrique en termes d'aide publique, mais c'est de l'argent des citoyens européens qui payent les impôts. À un moment donné, nous avons un droit de regard sur l'utilisation de ces finances-là. Donc, nos chefs se tournent vers des pays comme Dubaï, les Émirats arabes unis et autres. Et Et d'ailleurs, comme la Christelle Chine, Géant, d'ailleurs, on le révélait ici, 5 Congolais détiennent 9 000 milliards dans les banques chinoises, 16 oui, milliards de dollars. ben, 5 Congolais seulement. et bien sûr. Et donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Comme ils ne peuvent pas sortir les liasses de billets espèces comme ça dans les valises tout le temps, ce système est en train de mourir dans le monde entier. Même les Émirats arabes unis, les Émirats de Dubaï, le Qatar, les gens qui ne lisent pas la presse internationale, surtout la presse financière, dans ces pays-là, vous achetez une maison qui coûte 2 millions de dollars en espèces. C'est pas possible. Et donc, les Occidentaux sont vent debout contre ce système. Moi, je fais l'hypothèse que par les accords avec le Rwanda, ce sont les entreprises des Congolais, c'est-à-dire créées avec l'argent du Congo, sous prétexte que c'est des entreprises du Rwanda. Il y a combien de millionnaires au Rwanda? Il n'y en a pas, c'est zéro. Le Rwanda n'a pas d'hommes d'affaires ou de femmes d'affaires. Donnez-moi les noms. Le Rwanda n'a pas de femmes d'affaires ou d'hommes d'affaires qui ont des banques, des grandes entreprises au point d'aller investir dans un pays étranger. Ça n'existe pas. Citez-les, donnez les noms. Ce qui fait Donc, que d'ailleurs, la seule entreprise qu'on cite souvent, c'est Crystal Venture, qui est le bras financier du FPR, donc le parti de Paul Kagame. Mais on ne nous bien parle sûr, pas des hommes d'affaires de renom citez-les, rwandais. Ça citez-les. n'existe pas. On peut vous citer les hommes d'affaires du Mali, on peut vous citer les hommes d'affaires du Burkina, du Nigeria, même en face à Kinshasa, on peut vous les citer. Mais citez-moi les hommes et les femmes d'affaires du Rwanda. Donc, en fait, les Christelle Sassou Nguesso, par ce moyen, va créer des entreprises fantômes et faire de fuite des capitaux d'entreprise en entreprise avec leur siège dans les paradis fiscaux, de sorte qu'on va dire, oui, c'est une vraie entreprise qui existe au Congo, mais c'est une entreprise rwandaise qui fait du business au Congo, donc c'est de l'argent propre. Et donc là, le pillage systématique du Congo est en règle. Comme ils ne peuvent pas partir avec les espèces, ils ne peuvent pas sortir l'argent via les entreprises congolaises classiques, comme la SNPC, comme le CFCO, comme le port de Pointe-Noire ou les aéroports. Ça, on saura que c'est l'argent du Congo qu'ils volent. Donc, ils vont faire des coopérations avec les Rwandais, de sorte qu'on va créer des entreprises chez nous qui vont exploiter nos richesses, mais c'est leur business à eux qu'ils veulent maquiller. C'est pour ça qu'il faut le chasser du pouvoir. Ils ne sont pas plus congolais que nous, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Monsieur Perrin, ne soyons pas complexés. Vous avez les compétences pour être ministre de la Communication. Vous connaissez le journalisme. En quoi Thierry Mungala est mieux que vous? Qu'il vous le prouve. Moi, j'ai Monsieur étudié pour Didier gérer les Wedi États. Volo, on Je va peux avancer être pour. président du Congo. Je peux être président du Congo, j'en ai les compétences. Merci Pourquoi Didier M. Wedi Gabé, Volo. Nous allons pourquoi donc. M. Gabé ne peut pas être président du Congo? Pourquoi Clément Mirassa ne peut pas être président du Congo? Pourquoi le président du Congo doit être Denis Sassou Nguesso? Parce qu'il a quoi d'excellence? On l'appelle excellence. Il est excellent en quoi?
Et je pense que c'est à la population congolaise, évidemment, de décider de mettre un terme, comme vous l'avez dit, à ce régime, à ce pouvoir qui finalement n'a fait qu'enfoncer le Congo dans la boue. Et on va terminer avec cette dernière question. On parle des grèves, donc une grève au CHU, grève à l'université Mariangouabi, grève annoncée à la Société de transport public urbain, donc STPU, les gros cars là qu'on voit circuler à Brazzaville. Les retraités retombent donc encore dans le cycle infernal des pensions impayées, difficultés de paiement des salaires au Congo-Brazzaville, l'école africaine des arts, c'est ça, des métiers d'art et de l'urbanisme menace d'ailleurs de suspendre les étudiants congolais pour non-paiement des frais scolaires et la contribution du Congo. C'est plus d'1 milliard. 500 millions de francs CFA de dette que le Congo doit à cette école. Pas d'eau potable, pas d'électricité stable. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer finalement ce chaos pour un petit pays comme le Congo-Brazzaville qui est doté, j'allais dire, de nombreuses ressources économiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et là, on a l'impression d'être encore dans la situation qu'évoquait les Kunzu Iti Osetumba. Vous vous rappelez qu'ils disaient ils ont bu le lait, ils ont vendu aussi la Ils vache. ont mangé la C'est vache. ça. Oui, 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 c'est ça. Mais vous faites bien de rappeler cette phrase de Lekunzu. Vous savez, pendant la transition, André Milongo, quand il arrive, alors ce que les premiers ministres ne font pas au Congo, en réalité, à chaque nouveau gouvernement, mais ça c'est partout dans le monde, c'est une règle de finances publiques. Quand on arrive au poste de Premier ministre, on fait ce qu'on appelle un audit des comptes publics, un exercice assez classique. Et André Milongo, quand il arrive, il fait cet audit-là des comptes publics et il se rend compte que le Congo n'a ses comptes que 4 000 francs CFA. Et donc, il est Quatre un peu 000 4 000 francs francs CFA. CFA. Oui, oui, mais regardez les interviews de Milongo sur Télé Congo, si ce n'est pas détruit. Milongo arrive au pouvoir, le Congo n'a même pas 50 000 dans ses comptes. 4 000 francs CFA. Et donc là, le Kunzu Iti Osetumba, il pouffe de rire, hein, mais il a eu un fou rire. Et il dit à Milongo, mais qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez arriver et puis vous allez trouver des milliards dans les comptes publics? Mais les comptes sont vides. Les comptes sont vides. Et Milongo dit, ah bon, donc vous avez, donc les gens, les Congolais disent, mais ils ont bu tout le lait. Le Congo dit, non, on n'a pas fait que boire le lait. Nous avons bu le On lait et a, on a mangé la vache. on a mangé. Donc, pour dire Et qu'il y a donc, arrivé. Et à l'époque, on est reparti dans la même situation, comme quoi c'est leur comportement alors, puisque c'est mais à toujours le l'époque, PCT. À l'époque, on fait croire aux gens que le Congo n'a même plus de pétrole. Il y avait même une baisse de la production pétrolière. C'était très compliqué. Et donc, le Kunzo dit il n'y aura plus de pétrole au Congo. Le pétrole, c'est fini. On a tout bouffé. On a bu le lait et on a mangé la vache. Bino Bokozala, gouvernement Yanzala. L'expression gouvernement Yanzala est sortie de là. C'était sous Milongo. Oui. Parce que Milongo se retrouve rapidement en difficulté financière. Alors, Milongo a fait beaucoup de choses extraordinaires. Mais parmi lesquelles on va retenir une chose, et c'est ce qui ne se fait pas. Donc, ça rejoint votre question. La première assiette de l'État, on ne dit pas l'État congolais, on ne dit pas l'État français, chinois, américain, russe. Non, c'est ce qu'on nous apprend en sciences politiques. La première assiette de l'État, c'est la fiscalité. C'est sa fiscalité. Or, dans un régime de gangsters comme ce que nous avons à Brazza, personne ne s'occupe de la fiscalité. Et Milongo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré, entre autres, hein, il a fait beaucoup de choses, mais il a récupéré les diplômés de l'ENA, de l'ENAM. Moi, je me souviens dans mon quartier, on avait 5 qu'on appelait les grands, qui étaient diplômés de l'ENAM et qui étaient au chômage. Et vous vérifiez, vous verrez que sous Milongo, Milongo envoie comme secrétaire général des préfectures et des sous-préfectures les diplômés de l'ENA avec comme mission de verrouiller la fiscalité. Et c'est comme ça que Milongo commence à récupérer, notamment au niveau de la fiscalité des entreprises, il commence à récupérer les charges sociales et les charges fiscales pour payer au moins un salaire tous les 2 mois. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, nous avons étudié pour gérer le Congo, ne vous inquiétez pas. Sassou quitte aujourd'hui. Je vous donne 3 mois. On commence à redresser ce pays-là. On sait ce qu'il faut faire. Donc, Milongo a remis en place la fiscalité. Mais
la fiscalité, lorsque vous mettez en place une fiscalité, vous organisez votre loi fiscale déjà en interdisant la circulation des espèces. Moi, président de la République, la première chose, je vais interdire tous les agents de l'État d'avoir accès aux espèces. Carte bleue, chèque, virement, pour qu'il y ait une traçabilité des dépenses publiques. Or, lorsque Thierry Mongala vient avec un sac d'argent pour acheter 2 caméras dans la boutique d'un Tunisien à Champigny, semble-t-il pour équiper Télé Congo, mais de qui se moque-t-on? Payé en espèces. Mais ce monsieur peut être arrêté. On peut l'arrêter. Parce qu'en tant que ministre, il a interdiction d'utiliser les espèces. Monsieur Perrin, il faut le savoir. Lorsque Denis Sassou Nguesso exhibe l'argent dans les danses traditionnelles d'Oyo, c'est interdit. La loi finance l'interdit. Et c'est Lorsque... encore là une preuve qu'il ne respecte aucune loi. Mais donc, dans un système de gangsters, vous ne pouvez pas avoir l'eau potable. Parce que qui dit l'eau potable dit une organisation sérieuse, dit les gens qui payent, il y a une fiscalité, il y a une organisation, on sait qui fait la maintenance, qui fait le suivi. Voilà. Or, dans un système de gangstérisme où l'argent des ministères, les budgets des ministères, c'est l'argent des ministres qui est là, prenez un exemple. Pourquoi notre police est médiocre? Mais parce que nous sommes dans un système de gangsters. Le directeur général de la police serait à la retraite depuis longtemps. Combien de Congolais savent que le poste de Ndengue, c'est un poste de fonctionnaire de l'État? Il n'est pas ministre, il n'est pas conseiller de ministre ou de président. Même si on a 90 ans, on peut être ministre ou conseiller de ministre ou de président. Mais directeur général de la police, c'est un poste de la fonction publique. Et donc, il doit partir à la retraite, monsieur. Or, il est toujours là. Plus personne ne se rappelle de ça. Monsieur Mboulou ne se rappelle même plus à quel moment, poser la question à monsieur Mboulou, qui est le ministre de l'Intérieur, monsieur Ndengue part à la retraite quand? Eh bien, personne ne sait. Donc, c'est un gangstérisme qui est au Congo. Il ne faut même pas appeler le Congo une dictature. C'est leur faire honneur que de qualifier le Congo de dictature ou de tyrannie. En sciences politiques, c'est leur faire honneur. Ce qui se passe au Et Congo, c'est la donc, on peut comprendre que tous ces maux que vivent les Congolais, je venais de citer, les grèves par-ci, par-là, des retraités qui ne sont pas payés, des salariés qui ont des difficultés de toucher leur salaire, nous avons l'eau potable qui, voilà, ne coule plus, l'électricité, on parle des délestages tout le temps. Tout cela est dû évidemment à cette gestion hasardeuse par des hommes qu'on dirait plutôt incompétents, c'est ça? Ou Mais bien c'est sûr, juste un mode de gouvernance pour faire souffrir les Congolais? Parce que finalement, même quand ce on est n'est même pas incompétent, l'incompétence. Hein. Ce n'est même pas l'incompétence. C'est un mot de gouvernance pour faire souffrir les Congolais. Vous savez, si vous dites que c'est de l'incompétence, on peut aller chercher la compétence. Mais nous tous, hein, personne n'est compétent. Nous tous, on apprend, on se trompe, on commet des erreurs, mais on corrige et on avance. C'est ça la question de l'incompétence. Moi, je préfère travailler avec quelqu'un qui est incompétent, mais qui a envie d'apprendre et de faire avancer les choses, que de travailler avec des gangsters qui sont venus pour s'enrichir, rien que pour s'enrichir, et le reste, ils s'en fichent royalement. Ce n'est pas l'argent qui manque au Congo. Je vous dis encore que les pays comme le Rwanda, le Burundi et autres n'arrivent pas à boucler leur budget. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils disent, voilà les dépenses qu'on va réaliser, en face, ils n'ont pas les recettes. C'est ça le budget. Hein? Vous avez les charges, mais vous avez les produits pour financer vos charges. Or, le Congo trouve facilement les produits pour financer ses charges. C'est ce qui fait que quand le Congo fait son budget, ça passe. Mais le FMI et la Banque mondiale savent que le problème du Congo, c'est le gangstérisme. C'est pas c'est l'argent, le c'est la mauvaise gangstérisme, il faut utilisation de l'argent. ajouter, oui, à côté du gangstérisme, il faut ajouter le vol, le pillage, les Bien détournements. sûr. Alors, c'est tout un système mafieux qui a été installé au Congo-Brazzaville et quelqu'un le disait sur ce même plateau, finalement, c'est un régime de prédation et d'occupation. C'est par là que nous allons mettre fin à cette émission qui a pris un peu plus du temps, mais cela a été nécessaire. Alors, je vous laisse quand même quelques secondes hein, pour conclure et là probablement nous rappeler tout de même le Congrès pour la renaissance du Congo face à la situation actuelle au Congo-Brazzaville. Écoutez, pour conclure, je vous dirais que
le Congrès pour la Renaissance du Congo est toujours au travail, on ne lâche rien, on est vigilant par rapport à ce qui se passe dans notre pays, mais une fois de plus, dans une situation aussi catastrophique que celle du Congo aujourd'hui, le fin mot revient au peuple. Vous avez parlé de l'Église tout à l'heure. Lorsque le peuple congolais s'est levé, l'Église a fait machine arrière et a compris que Vox Populi, Vox Dei. Et donc l'Église s'est rangée du côté du peuple malgré l'intervention de Arlette Nono-Soudan, malgré la pression de Colline Makosso, l'Église est restée ferme. Eh bien, comme le disait le pape Jean-Paul II aux populations de l'Europe de l'Est, je fais mien ces paroles-là et j'ai dit aux Congolais, n'ayez pas peur, allez vers cette révolution du fleuve qui sera l'occasion pour nous de mettre fin à toute cette misère et de rebâtir le nouveau Congo. N'ayez pas peur. Les intimidations, la preuve, Mirassa n'a pas eu peur. Gavé n'a pas eu peur, je les félicite, c'est des gens très courageux. Donc, les Congolais doivent s'inspirer de ces gens-là. Mais nous avons eu des grands résistants au nord du Congo lors de la pénétration coloniale, pendant la colonisation et pendant les indépendances. Pensons à Jacques Opango. Que dirait Jacques Opango s'il était là? Qu'allait dire Youlou, qu'on a peut-être injustement chassé du pouvoir s'il était là? Que dirait Marien Ngouabi? On n'a pas vu, sous Marien Ngouabi, les enfants de Marien Ngouabi pavaner dans la ville de Brazzaville avec les billets de banque, avec même Yombi. Les enfants de Yombi n'ont pas fait ça. Donc, de Bétou à Pointe-Noire, vous avez raison de vous lever contre ce qui se passe au pays pour sauver notre pays. Et je sais que le peuple congolais triomphera. Le peuple congolais triomphera. Merci Didier Mouini-Volo. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, CRC. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, M. Perrin, pour l'invitation. Je vous en prie, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir donc accompagnés. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. C'est très important pour nous, s'il vous plaît. Partagez massivement cette interview. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ce qu'on s'est dit au cours de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.